Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 22 septembre 2018 et je vais continuer ma lecture du livre que j'ai acheté sur un vide-grenier, comme tous les autres d'ailleurs. Socrate par Claudius Pia. Un livre écrit en 1912, enfin publié en 1912, par Claudius Pia, agrégé de philosophie, docteur ès lettres, professeur à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Donc je continue. Ma lecture. Les mœurs privées se corrompirent comme les mœurs politiques. On en était à l'explication de la démocratie en Grèce et de la corruption du système et de ce qui entraîne la démocratie vers la tyrannie. On vit disparaître à la fois et cet amour de la justice, et cette vaillance indomptable, et cette chaste retenue qu'inspirait l'ancienne éducation. Les fils de Périclès tournèrent mal, bien qu'il eût pris toute espèce de précaution pour les sauvegarder. Ainsi firent également les descendants de Thémistocle, d'Aristide, de Thucydide. Le fils du sculpteur Polyclète et le célèbre Alcibiade, qui appartenait à l'une des familles les plus anciennes d'Athènes et qui n'en fut pas moins l'un des hommes les plus dépravés de son temps. Bon, Callias, fils d'Hipponikos, héritier d'une immense fortune, et chargé comme ses ancêtres de porter le flambeau au mystère d'Éleusis, n'en mena pas moins la vie la plus dissolue. Il dissipa tous ses biens avec des courtisanes et des sophistes, de sorte que, malgré ses fonctions sacrées, il fut exposé sur la scène comique comme l'image d'Athènes dégénérée. On pourrait citer une infinité d'autres fils de grandes maisons qui eux aussi rompirent brusquement avec les plus glorieuses traditions et devinrent des banquetteurs, des coureurs de femmes et des pédérastes, alliant parfois à tous ces vices l'ambition la plus tenace et la plus effrénée. Ainsi se déprava la jeunesse dorée d'Athènes, et le peuple, comme toujours, suivit l'exemple donné. La perversion devint générale, qu'on se figure par exemple ce qu'il fallait de corruption morale pour qu'Aristophane osât porter sur la scène des inventions telles que l'histoire des petites truies de Mégare et le dialogue de Lysistrata et de Calonis. Alors tout ça, je ne connais pas bien sûr, donc ça vaudrait le coup de d'aller se renseigner, de lire ces dialogues. Au gré d'Aristophane lui-même, le comique au sans visage, le résultat de la nouvelle éducation était de faire de l'Athénien un hardi coquin, un vieux routier de chicane, souple comme une courroie, glissant comme une anguille, un fanfaron friand de bons plats et débauché. Ces peintures, pourtant si riches d'imagination, n'étaient que la réalité prise sur le vif, la poésie et l'histoire s'y donnaient la main. Telle était la société au milieu de laquelle vécut Socrate. Et c'est pour y ramener une vie plus noble qu'il se mit à philosopher. Son œuvre fut un essai génial de réaction contre la décadence morale qui perdait sa patrie. Et ben ça, voilà, maintenant je comprends mieux
l'arrivée de Socrate sur la scène de la philosophie et son attachement si fort à la morale. Voilà. Donc, on comprendra dans cette décadence apparente, hein, enfin au moins c'est ce que révèle ce philosophe, qu'il y a toujours, à un certain moment, la société par elle-même, quand elle rentre en décadence, elle engendre ou alors apparaît une force plus éthique, plus morale, on va dire, qui va compenser, qui va entraîner une autre forme de société. Ça a été le cas avec, avec Rome. Le christianisme est venu, il a changé les mœurs. Voilà, alors après, chacun il voit ce qu'il veut, hein. Chacun le juge comme il l'entend. Mais en tout cas, c'est une réaction normale, en fait. Après chaque abus, après chaque excès, il y a une sorte de rémission. Mais je pense que c'est le cas pour l'individu, hein, quand il rentre dans les excès, quand il sort de ces excès, bien souvent, il va aller dans un excès un peu inverse, une sorte de sainteté, une sorte de... Voilà. Alors nous attaquons le chapitre 2, la jeunesse de Socrate. Il en est de Socrate comme de la plupart des grands initiateurs dont s'honore l'Antiquité. On ne sait presque rien de la première moitié de sa vie. Ce n'est pas que l'on manque entièrement de documents qui s'y rapportent, mais ces documents sont très incomplets. De plus, on s'aperçoit en les examinant que la plupart d'entre eux n'ont qu'une valeur contestable. Il faut s'efforcer néanmoins de recueillir et de coordonner tout ce qui peut être tiré au clair, car c'est là un moyen de mieux comprendre et la personnalité de notre philosophe et le caractère de sa réforme. Deux choses qui sont intimement liées l'une à l'autre. Voilà. Là, le mot réforme peut être bien employé. Socrate était du dème d'Alopès, situé tout près d'Athènes sur la route de Marathon. Ses contemporains ne nous ont pas laissé la date de sa naissance, mais on peut la déterminer, au moins d'une manière approximative, à l'aide de certains renseignements qu'ils ont mêlés au récit de son procès et de sa mort. Socrate mourut en 399, au mois de mai ou de juin, le lendemain du retour de la galère d'Élienne. On l'eût exécuté plus tôt, car il y avait déjà 30 jours qu'il était condamné, mais la théorie de Délos avait commencé la veille de son jugement, et la loi voulait que la ville restât pure pendant toute la durée de la fête. Il était défendu d'exécuter aucune sentence de mort, avant que le vaisseau ne fût revenu à Athènes. Or, on connaît l'âge qu'avait Socrate à cette époque-là. Platon lui donne tantôt 70 ans, rond, tantôt un peu plus de 70 ans. Il faut donc reporter sa naissance à l'année 469, peut-être 470. Ah, il est mort si jeune, à 70 ans en fait. Ils l'ont condamné. Il est vrai que Diogène mentionne une autre version. Il rapporte que d'après Apollodore, Socrate serait venu au monde la 4e année de la 77 Olympiade, le 6 Argélion. Mais la première partie de ce témoignage est manifestement erronée, et la seconde a l'air de n'être qu'une pieuse fiction. Si Socrate était né en Targélion, 0177, 4, il n'aurait eu en Targélion 0195 que 69 ans. Or, d'après les témoignages irrécusables que l'on a pu voir,
Il en avait 70 révolus, même un peu plus, en second lieu. Le quatrième, dont parle Apollodore, n'a peut-être qu'une valeur liturgique. Le Sistargélion était consacré à la déesse Artémis. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que l'on ait pris, dans la suite du temps, la liberté de faire coïncider la naissance du philosophe, accoucheur, avec la fête de la patronne des accoucheuses. Ah. La chose est d'autant plus vraisemblable que l'on trouve dans la vie de Platon une coïncidence analogue, qui est sûrement inventée. Il était convenable que l'apparition d'un si beau génie tombât le jour de la nativité d'Apollon, et la tradition a mis des convenances à changer son désir en réalité. Eh bien, pourquoi pas. Un fait moins contestable, parce qu'en fait, ça n'a pas une grande importance. Alors oui, effectivement, c'est bien d'avoir des choses un peu plus précises, mais de Socrate, ce qui est important, ça n'est pas l'année de sa naissance, l'âge de sa mort, à une année près, mais ce qu'il a écrit et ce qu'il a engendré pour l'humanité et pour des millénaires en somme, pour une grande partie de l'humanité. Un fait moins contestable, c'est que Socrate était fils d'un sculpteur du nom de Sophronisque et d'une sage-femme qui s'appelait Phénarète. Sur ce point, les textes abondent. Mais aussi faut-il dire qu'ils sont d'une sobriété désolante et ne projettent qu'une lumière très discrète sur l'intérieur où Socrate passa les premières années de sa vie. Ce que l'on sait de sa mère, c'est qu'elle exerçait son art avec une grande habileté. Elle avait du renom, et l'on n'a sur Sophronisque qu'un passage du Laches où il nous est représenté comme le meilleur des hommes. Quant à toi, fils de Sophronisque, dit Lysimaque dans ce dialogue, si tu as quelques bons conseils à me donner, à moi qui suis de ton dème, ne me le refuse pas. Tu me le dois, car les relations que j'ai eues avec ton père font de toi mon ami. Nous avons toujours vécu, lui et moi, dans les liens d'une étroite amitié. Et il est mort avant que nous ayons eu un démêlé. On a des témoignages un peu plus explicites sur l'état de fortune où se trouvaient les parents du futur philosophe. Ils étaient pauvres et devaient vivre de la vente de quelques statuettes et du bénéfice probablement très modeste que réalisait Phénarète dans l'exercice de sa fonction. Xénophon rapporte qu'il fallait à Socrate une vertu d'abstinence héroïque pour se suffire à l'aide de ce qu'il avait. Et Platon lui fait dire qu'il vivait dans une misère noire. L'économie précise l'état du problème. D'après ce que l'on voit dans cet ouvrage, Socrate aurait pu donner tout son bien, meubles et immeubles, pour 5000. Et il eût fallu, pour le vendre à ce prix, tomber sur un excellent acquéreur. Le montant que mentionne l'Apologie est encore moindre. Si j'étais riche, dit-il vers la fin de sa défense, j'accepterais volontiers une amende proportionnée à ma richesse. Je n'y verrais pas d'inconvénient, mais dans les conditions données, car enfin je n'ai rien, à moins que vous ne consentiez à m'imposer seulement ce que je suis en état de payer, et je pourrais aller peut-être jusqu'à une mine d'argent. C'est donc à cette somme que je me condamne. Mais Platon, que voilà, crie-t-on, Critobule et Apollodore, désirent que je me condamne à 30 000, et ils en répondent. Je me rends à leurs sentiments, et assurément je vous présente des cautions qui sont très solvables. L'avoir de Socrate oscillait donc avec les circonstances, entre 1 000 et 5 000. Or, il n'y a pas lieu de croire que ses parents lui aient laissé un patrimoine beaucoup plus brillant. On trouve, il est vrai, dans Plutarque qu'il possédait une terre et 70 mines de rente. Libanius raconte de son côté qu'il avait hérité 80 mines de son père, qu'il les avait prêtées et perdues. Eh ben tiens, voilà, quelque chose qui nous rapproche
Mais ce sont là des renseignements sur lesquels on ne peut faire fond. Platon et Xénophon, qui nous ont parlé à diverses reprises de la pauvreté de leur maître, n'ont rien dit de ces vicissitudes de fortune. Socrate, à leurs yeux, est d'une manière invariable le philosophe gueux. Ce que l'on peut dire avec raison, c'est que son amour de la sagesse ne dut pas contribuer à mettre du bien-être au foyer. Et ben voilà, on a encore un point commun. Ma philosophie ne me rapporte rien. Voilà, je suis à l'inverse, comme Socrate, à l'inverse du sophisme. Et je m'en plains pas. Ça va très bien avec ma nature. Une autre nature m'aurait peut-être poussé à vouloir et la célébrité et l'argent. Pourquoi? Il n'y a rien à en redire, en fait. Chacun suit le destin pour lequel la création l'a créé. Voilà. Un philosophe, un sophiste qui aime l'argent et le pouvoir avait été créé avec cet état d'esprit. Son parcours l'a conduit à cela. Et un Socrate, son parcours l'a conduit à l'inverse. Voilà. Alors, dans notre société et dans les valeurs que l'humanité utilise pour évoluer, il est plus noble, plus héroïque d'avoir l'état d'esprit de Socrate, qui est un exemple d'éthique, qui va jusqu'à la mort, jusqu'à accepter la mort. C'est l'exemple suprême pour la société occidentale qui est basée sur cette philosophie, sur la philosophie grecque. Donc, voilà. Il n'y a rien à en redire. Mais ce sont là des renseignements sur lesquels on ne peut faire fond. Platon et Xénophon, qui nous ont parlé à diverses reprises de la pauvreté de leur maître, n'ont rien dit de ces vicissitudes de fortune. Socrate, à leurs yeux, est d'une manière invariable le philosophe qui n'a pas d'argent, qui n'en a jamais eu, le philosophe gueux. Ce que l'on peut dire avec raison, c'est que son amour de la sagesse ne dut pas contribuer à mettre du bien-être au foyer. Au lieu de travailler à sortir de sa misère, il passait ses journées à parcourir les rues d'Athènes et à visiter les boutiquiers de la ville. Il négligeait le soin de ses affaires domestiques pour avoir le temps d'apprendre la vertu à ses concitoyens. Conduite. Et cette conduite devait bien être pour quelque chose dans les bruits légendaires de son ménage, avec sa femme qui était, d'après ce qu'on dit, une mégère. Et je ne sais plus qui c'est qui lui avait fait cette remarque. Bien qu'appartenant à une famille pauvre, Socrate ne fut pas privé d'éducation première, comme quelques-uns l'ont conclu de certains textes de Platon qu'ils n'ont pas compris ou que peut-être ils n'ont pas voulu comprendre. Il est dit dans le Criton qu'il fut élevé par le soin des lois. Et l'on n'a pas besoin, dans le cas donné, d'un témoignage aussi formel. À Athènes, comme dans la plupart des cités grecques, le gouvernement exigeait que les enfants des citoyens fréquentassent ces écoles. L'enseignement primaire y était public et obligatoire. Le fils de Sophronisque fut donc formé à la manière dont l'étaient les jeunes Athéniens de son temps. Il apprit comme eux et avec eux les lettres, la gymnastique, la musique, la poésie et les premiers éléments de la géométrie. Il fit partie de ces bataillons scolaires que l'on voyait parcourant les rues de la ville, en rang serré par la pluie, par la neige ou au grand soleil. C'est l'ancien système de pédagogie qui lui fut appliqué, celui qu'Aristophane vante avec tant d'éloquence,
et auquel il attribue les malvertus des Athéniens d'autrefois. Socrate, au sortir de l'école, et peut-être pendant qu'il y allait encore, apprit le métier de son père, et il l'exerçait quelque temps. C'est même de son ciseau que seraient sortis les 3 grâces vêtues de l'acropole. Et si l'on en croit une certaine tradition, mais la chose est plus que douteuse, si l'on en croit, on n'en trouve nulle trace soit dans Platon, soit dans Xénophon, soit dans Aristote. Or, elle y serait sûrement mentionnée de quelque manière si elle avait été vraie. Et voilà, j'arrête là pour cette partie 11 ou 12. Voilà, à très bientôt, merci.